Premier contact avec une civilisation extraterrestre. Houston. La NASA confirme le caractère artificiel des pulsations radio anormales détectées il y a près d'un mois par les chercheurs du SETI. Nous n'avons pas encore décodé ces signaux, mais il s'agit effectivement de paquets de données, déclare le Dr Henry Brancusi, directeur de la NASA. Les émissions ont une périodicité de 33 heures, ce qui est fort étrange. Étant donné ses caractéristiques et sa proximité, l'étoile de Barnard était l'une des cibles privilégiées du programme SETI depuis sa création, mais aucun signal ne nous en était parvenu jusqu'ici. C'est comme s'il venait tout juste de se décider à émettre. Science News. Le télescope lunaire détecte une planète habitée. Lunagrad. L'agence spatiale grande européenne confirme l'existence d'une civilisation technologique sur la 4e planète de l'étoile de Barnard. Les gigantesques miroirs de la Geza, installés sur la face cachée de la Lune, ont détecté autour de cette planète un chapelet de satellites en orbite géostationnaire. C'est la seule explication possible, déclare Leonid Vishinkov, directeur du télescope lunaire. Nous avons affaire à une civilisation d'une haute technicité. Le signal que nous avons reçu émane sans aucun doute d'entités intelligentes habitant la 4e planète de l'étoile de Barnard. L'Express. Primetime interstellaire. New Hollywood. Jack Kovacs, PDG d'Universal Toho Disney Productions, annonce que les techniciens du TDP ont réussi à décoder les émissions provenant de l'étoile de Barnard. C'est de la télé, évidemment, a-t-il déclaré à la presse. Les scientifiques nous bassinaient avec leurs équations à la noix, mais je savais qu'il y avait anguille sous roche. Enfin quoi, si c'était nous qui leur avions envoyé des émissions, on aurait mitonné une jolie prod, non? Bon, c'est pas vraiment du boulot de pro qu'ils nous ont transmis, mais les gars du labo s'occupent de la remise à niveau et on diffusera le résultat le 12 novembre. Variety. Le secrétaire général de l'ONU exige que la transmission de Barnard soit rendue publique. New York. Wolfgang Steinholz, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a exigé aujourd'hui qu'Universal Toho Disney Productions rende publique via l'agence de presse internationale des Nations Unies la transmission de l'étoile de Barnard que cette compagnie affirme avoir décodée, plutôt que d'en vendre les droits de diffusion pour des sommes astronomiques comme elle en a l'intention. Il est parfaitement répugnant de vouloir exploiter à des fins mercantiles le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, déclare M. Steinholz. Ce message est destiné à l'espèce humaine tout entière. Les habitants de Barnard n'avaient sûrement pas l'intention de voir leurs paroles grossir les bénéfices d'un studio de télévision. Ce secrétaire général doit débarquer d'une autre planète lui aussi, réplique Jack Kovacs, PDG du TDP, interrogé par notre correspondant à New Hollywood. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'on va laisser tomber les plus belles parts de marché de toute l'histoire des médias? Les droits de ce machin vont grimper jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Kovacs tient à répondre sur un autre point à ses détracteurs. Et n'allez pas raconter qu'on cherche à truander ces types de Barnard. On leur a ouvert un compte bloqué, alors qu'on n'était même pas obligé de le faire, et on va leur refiler 17% de notre bénéfice net sur ce coup-là. Même les superstars n'ont pas droit à une telle part de gâteau. Alors, arrêtez de nous traiter d'escrocs et de profiteurs. The New York Times. Premier contact. Une production Universal Toho Disney en collaboration avec les habitants de l'étoile de Barnard. Fondu. Une planète flottant dans l'espace. Une couche de nuages cotonneux au-dessus d'océans bleus, de masse terrestre, vert et marron. On dirait une autre terre, mais les continents ont des contours différents. Il y a moins d'eau, davantage de terres émergées. Une série de prises de vue aériennes. Des jungles touffues dont les arbres ressemblent à des balais verts. Des savanes vallonnées, couvertes d'une mousse jaunâtre et élimée. Des marais salants, où poussent des arbustes aux branches couvertes de lianes retombant dans la boue. Des prés alpestres, parsemés de cactus aux rotondités azur. Un immense canyon, où coule un fleuve d'un bleu lumineux et sur les antiques flancs duquel pousse une abondante végétation. Nouvelle série de prises de vue montrant des animaux filmés en plan rapproché. Un grand herbivore à 6 pattes occupé à brouter la mousse. Un oiseau jaune vif, pourvu de 2 paires d'ailes. Un monstrueux bipède à la peau rayée de bleu et de rouge, dont les 4 bras s'achèvent par des bouquets de griffes acérées. Une sorte de torpille argentée à 6 ailerons qui jaillit des vagues en une série de bonds gracieux. Cut sur un plan fixe montrant 2 bipèdes se tenant les mains dans les mains. 2 jambes, 2 paires de bras, une silhouette tout en rondeur qui rappelle un ours en peluche. Le premier porte une sorte de toge bleue roi, l'autre un costume blanc avec 2 manches supplémentaires et une cape noire. Leur peau semble recouverte d'une courte fourrure lustrée de la couleur de l'or. Ils ont une tête ovoïde,
avec en guise d'oreilles des ailes de chauve-souris. Ils ont un visage, 2 grands yeux à la sclérotique rouge avec de grandes pupilles noires, anormalement rapprochées sous des sourcils rouges et broussailleux. Des lèvres pourpres et charnues qui s'ouvrent et se referment sans discontinuer comme s'ils envoyaient des baisers. Pas de nez, mais une protubérance cylindrique recouverte de poils noirs qui pend à leur menton comme une trompe d'éléphant. Ils ont l'air différents, mais mignons tout plein. Ils regardent l'objectif, s'embrassent du bout de la trompe, tendent celle-ci vers le spectateur comme pour lui dire bonjour. Travelling sur un petit groupe de ces mêmes créatures, nues et marchant dans la savane, armées de pierres et de bâtons pointus. Certaines présentent sur la poitrine des renflements qui sont peut-être des seins, d'autres une protubérance bulbeuse de couleur jaune qui est peut-être un pénis. Fondus enchaînés sur une autre tribu de Barnards qui moissonnent un champ d'épis bleus au moyen de faux à la lame de pierre taillée, leurs 4 bras leur permettant des performances stupéfiantes. Fondus enchaînés sur un village de huttes en terre sèche, puis sur une ville de bâtiments en pierre, serrés les uns contre les autres, puis sur un amas colossal d'immeubles en plâtre et en bois collés au flanc d'une falaise. Fondus enchaînés sur une cité de béton et de métal inspirée des mêmes principes architecturaux. Une flotte de trimarans, voguant sur des flots déchaînés, leurs voiles gonflées par le vent. Un aéroplane, à 4 ailes, sorte d'ornithoptère pâteau, piloté par un Barnard en uniforme de cuir noir. Vue aérienne d'un réseau autoroutier effroyablement complexe où circulent à vive allure des véhicules sphériques à 6 roues. Montage rapide, montrant les merveilles de la civilisation de Barnard. Titanesque cité étincelante. Champs cultivés tirés au cordeau et s'étendant à l'infini, gigantesques plateformes encombrant les océans, étranges usines mécaniques émettant une épaisse fumée brunâtre, fusées trapues surgissant de leurs rampes de lancement, la planète, vue depuis le hublot d'un véhicule spatial. 2 Barnards nus en train de se battre, chacun avec ses 4 poings. 2 escadrons de Barnards en uniforme de cuir qui s'affrontent armés de cimetères. 2 armées de Barnards qui s'entretuent à coups de fusil, d'énormes tanks sphériques avançant sur 6 roues, hérissés de lames et incendiant un village au napalm. Une escadrille de sinistres avions noirs tournant autour d'une ville en flammes tels des frelons furibonds. Un colossal nuage en forme de champignon, aux volutes rouges et tournoyantes. Une série de lampes panoramiques montrant toutes sortes de ruines et de désolations. Des immeubles réduits à des carcasses calcinées, d'immenses champs incendiés où rien ne peut plus pousser, d'énormes cratères fumants, de grands lacs vitrifiés pareils à des plaques noires, des incendies de forêt, des fleuves charriant des débris. Une pluie d'oiseaux morts sur fond de ciel couleur de boue, une grève jonchée de cadavres d'animaux marins, des jungles pourrissantes où la végétation se meurt, des foules de réfugiés dont la fourrure lépreuse révèle une peau d'un rose cru fuyant des cités assassinées sous des nuées noires et zébrées d'éclairs. Les ténèbres, une pluie sale et persistante, des blizzards hurlants, des glaciers qui s'arrachent lentement aux montagnes pour descendre majestueusement dans les plaines. Des congères, recouvrant pudiquement ce qui reste des villes, des jungles, des savanes, des plages, des marais, des animaux, des Barnards, de tout un monde jadis plein de vie. Cut sur la vue initiale, celle de la 4e planète de l'étoile de Barnard, pleine de vie et de verdure, flottant dans un écrin d'étoiles telle une autre terre. La couverture nuageuse blanche vient lentement à un horrible marron chimique qui enveloppe bientôt la totalité du globe dans un linceul de smog délétère. Des éclairs éblouissants parsèment la surface, 1, 2, 3, puis des douzaines, des centaines, et des geysers de noirceur projettent dans l'air une suie radioactive. Des continents entiers s'embrasent. L'atmosphère s'assombrit, se grisaille, se noircit. Puis, tout s'éclaircit comme si les gars des effets spéciaux avaient éteint la machine à fumer, et nous découvrons la planète avec une nouvelle netteté. Les continents sont d'un blanc de squelette. Des icebergs dérivent dans les mers équatoriales. Des cordillères grises émergent d'une omniprésente plaque glaciaire. Cut sur l'intérieur des dômes, découverts en une série d'instantanés. De sinistres corridors grouillant de Barnards pelés à l'air maladif. D'immenses citernes chimiques.
Des barnardes, dévorant ce qui ressemble à des tranches de caoutchouc gris. Une famille de barnardes, entassées dans un réduit aux cloisons métalliques. Des barnardes, déféquant directement dans les citernes de recyclage. Cut sur deux barnardes qui se tiennent face à l'objectif, les mains dans les mains, leur fourrure tristement élimée, leurs trompes couvertes d'ulcères, les yeux mouillés et chiasseux. Lentement, sans cesser de fixer l'objectif, ils se lâchent les mains, se mettent à genoux, baissent la tête, dans un geste sans ambiguïté. Ils ont honte. Puis, ils tendent leurs quatre bras devant eux, lèvent leurs paumes vers le ciel comme pour cueillir quelques mannes. Lentement, ils tournent leur regard vers le ciel, lèvent une trompe implorante telle des éléphants cherchant à saisir la cacahuète qu'un enfant tient juste hors de leur portée. L'objectif suit leur regard. La ligne de leur trompe s'arrête sur un ciel empli d'étoiles. Demi-tour, et nous découvrons en plongée ces deux créatures anéanties, agenouillées sur un glacier infini, nous adressant leurs prières depuis la désolation qui est la leur, tendant désespérément vers nous leurs trompes rugueuses. Fondu au noir. Un sinistre avertissement. Moscou. La communauté scientifique planétaire est quasiment unanime. La civilisation de Barnard a suivi une évolution comparable à celle de la Terre, jusqu'à atteindre le stade qui est aujourd'hui le nôtre, une pollution industrielle sur le point d'empoisonner l'atmosphère et d'anéantir la biosphère, doublée d'une prolifération incontrôlée des armes nucléaires. Une guerre nucléaire a alors éclaté qui a altéré l'albédo de la planète et conduit à l'avènement d'un hiver nucléaire et apparemment d'une nouvelle ère glaciaire. Nous avons eu un aperçu du futur que nous nous créons. Si nous ne cessons pas de polluer notre atmosphère, nous détruirons sa capacité à abriter une biosphère. Si nous laissons éclater une guerre nucléaire, nous déclencherons un hiver nucléaire. Le message que nous adressent les pathétiques survivants de la catastrophe de Barnard est on ne peut plus clair. Nous avons le choix entre nous réformer et mourir. La Pravda. Le pape condamne l'égoïsme du monde. Cité du Vatican. Le Saint-Père a vivement condamné le monde pour sa réaction égoïste au tragique document émanant de l'étoile de Barnard. Ne voir dans ce message qu'un simple avertissement émis pour notre bénéfice trahit une absence totale de charité chrétienne, déclare Jean 25. Il s'agit bien évidemment d'un appel à l'aide, et si nous refusons d'y répondre, en tendant une main secourable, nous aurons montré que nous sommes indignes de survivre. Nous devons faire tout ce qui est en notre possible pour soulager les souffrances de nos frères de la 4e planète de l'étoile de Barnard. L'Osservatore Romano. Le Brésil interdit l'exploitation de la forêt amazonienne. Rio de Janeiro. Le président Antonio da Silva vient de promulguer un décret exceptionnel interdisant toute activité industrielle dans le bassin de l'Amazone, défrichage, abattage et déboisage en général. Cette initiative exigera de grands sacrifices économiques de la part du peuple brésilien, déclare-t-il. Mais nous savons désormais que nous n'avons pas le choix. Ces arbres, qui sont notre patrimoine national, produisent aussi l'air que nous respirons. Journal do Brasil. L'hiver nucléaire est-il irréversible? Londres. L'avènement d'un hiver nucléaire n'est pas forcément définitif, a suggéré aujourd'hui le docteur Garrett Wilson. En saupoudrant les étendues glacées d'une fine poussière de carbone, on augmenterait leur taux d'absorption de la lumière, ce qui, avec le temps, les amènerait à fondre. Une fois le processus suffisamment avancé, l'albédo aura décru à un point où la fonte des glaces continuera de se poursuivre sans intervention humaine. Science. La France suit l'exemple du Royaume-Uni et entame le démantèlement de son arsenal nucléaire. Le Monde. Une nouvelle vie pour les Barnards? Palo Alto. Les scientifiques de la firme Genentech ont conçu un plan pour ensemencer la 4e planète de l'étoile de Barnard avec une nouvelle biosphère originaire de la Terre. Ils prévoient de transporter dans le système de Barnard des organismes terrestres sous la forme de cytoplasme pour leur faire subir, une fois sur place, des modifications génétiques destinées à les adapter aux conditions locales et les disséminer ensuite par des moyens conventionnels. Il faudra sans doute plusieurs siècles pour ensemencer ainsi la planète, mais une fois le processus entamé, la vie se répandrait sûrement d'elle-même en occupant toutes les niches écologiques à sa disposition. Times. Israël rejoint le club des nucléaires repentis. Jérusalem Post. Le Cristal Rouge annonce une campagne de donation Barnard. Genève.
Le Cristal Rouge International vient d'ouvrir un compte destiné à accueillir l'argent nécessaire au financement d'une expédition de secours vers l'étoile de Barnard. On attend des contributions des gouvernements, des entreprises privées et des particuliers. UPI. C'est faisable, affirme la NASA. Houston. La direction de la NASA a déclaré aujourd'hui qu'il est techniquement possible d'envoyer une expédition de secours vers l'étoile de Barnard. Un astronef, d'un volume suffisamment important, pourrait atteindre cet astre en moins d'un siècle grâce à un propulseur de type collecteur interstellaire encore au stade de projet pour l'instant et dont la réalisation représente un bond en avant technologique. Le coût d'une telle entreprise, toutefois, est estimé au bas mot à 1 billion de dollars. The Houston Post. Le Danemark crée une taxe Barnard. Copenhague. Le Parlement danois vient d'approuver la création d'une taxe au taux forfaitaire de 5% dont la recette sera versée au fonds de secours Barnard. Si nous pouvons le faire, nous devons le faire, a déclaré le roi Victor. Nous sommes un petit pays, mais il faut bien que quelqu'un ouvre la route. TASS. Les Pays-Bas, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et le Malawi adoptent la taxe Barnard. Agence France-Presse. Les États-Unis s'engagent pour un financement à long terme. Washington. Le président Wolfowitz a signé un décret par lequel le gouvernement s'engage à réduire le budget de la défense de 10% par an au cours des 10 prochaines années et à verser les sommes correspondantes au fonds de secours Barnard. En prenant cette mesure, les États-Unis s'engagent à financer l'expédition de secours à concurrence de 17%. CNN. La Fédération de Russie entame son désarmement nucléaire. Moscou. Le président Gorchenko a annoncé aujourd'hui que la Fédération de Russie allait cesser de fabriquer de nouvelles armes nucléaires et détruire celles qui sont en sa possession. Une démarche totalement unilatérale. Utiliser cet arsenal, même dans un but défensif, entraînerait la mort de notre planète, a-t-il souligné. Chacun de nous dépend pour sa survie de la bonne volonté de son prochain. Les Bernard nous ont montré qu'il en avait toujours été ainsi. Suivant en cela l'exemple des États-Unis d'Amérique, il a annoncé que les sommes qui étaient affectées à la production et à l'entretien de l'arme de dissuasion nucléaire seraient versées au fonds de secours Barnard. Icevestia. La main tendue est en route. Orbite terrestre. L'astronef main tendue a enfin entamé son long voyage, avec à son bord un équipage international de 200 personnes, des systèmes de carbo-extraction et des cytoplasmes congelés destinés à créer une nouvelle biosphère sur la 4e planète de l'étoile de Barnard. Tout comme les milliards de personnes qui ont versé une obole, parfois modeste, pour voir s'accomplir cet événement, les membres de l'équipage de la main tendue n'en verront pas, hélas, l'aboutissement. Mais lorsque leurs enfants arriveront à destination, nos enfants se souviendront que leurs ancêtres se sont montrés à la hauteur et ont fait tout leur possible pour répondre à l'appel à l'aide qui leur était lancé. Aujourd'hui, nous avons prouvé que les Barnard avaient raison d'espérer en la générosité des peuples de la Terre. Ou plutôt, nous sommes enfin devenus un peuple digne du choix qu'ils avaient fait. The New York Times. Rapport à la Terre numéro 337. La 4e planète de l'étoile de Barnard est un caillou glacé qui n'a jamais accueilli ni l'air ni la vie. Aucun satellite ne tourne autour d'elle. Nos scientifiques n'y ont même pas décelé de molécules préorganiques. Les billions de dollars offerts à cette mission de secours par les peuples de la Terre, souvent au prix d'un gigantesque sacrifice, les efforts dépensés par toute une génération de scientifiques, les vies même de nos mères et de nos pères, tout cela a été gaspillé en pure perte. Nous-mêmes, nous avons passé toute notre vie dans cet astronef étriqué et jamais nous ne verrons cette terre que nous n'avons jamais connue. Tout ça pour rien. Nous sommes les victimes du canular le plus cruel jamais imaginé. Mais pourquoi? Comment? Qui? Eduardo Jones, capitaine de la main tendue. Rapport à la Terre, numéro 338. Oh mon Dieu! Ce truc est gigantesque! Ça vient de surgir de nulle part. Ça s'est calé sur notre orbite, ça se rapproche. Un globe chatoyant de la taille d'une petite lune. C'est indescriptible. Mes yeux n'arrivent pas à s'en faire une image cohérente. Ça luit de partout, et on entrevoit dedans des sortes de machines en agitation permanente, et notre astronef est irrésistiblement attiré par cette masse. Les moteurs ne répondent plus. Il y a une sorte d'écoutille qui vient de s'ouvrir à la surface. Un corridor. Un tunnel. Nous sommes tractés à l'intérieur.
Cette lumière, on dirait que ce globe est vivant, il... Edward Jones, capitaine de la main tendue. Rapport à la Terre numéro 339. Nous sommes des enfants au pied des dieux, des primitifs dont le canoë aurait vogué par inadvertance dans le port d'une puissante cité céleste. Et pourtant, s'il faut en croire leurs propos, nous sommes devenus bien davantage. La main tendue s'est fait tracter dans un interminable tunnel quasi translucide, longeant une cité ou un organisme mécanique, des titanesques structures de métal, de verre et de lumière qui semblaient presque organiques dans leur agitation fluide et permanente. Puis l'astronef s'est immobilisé, suspendu 1 mètre au-dessus du sol, dans un espace si énorme que le plafond disparaissait dans des chatoiements de mirages. Ma description vous paraît sans doute ridicule, mais il fallait le voir pour le croire, et nous devions affronter l'épreuve tous ensemble, en tant que représentants de notre espèce, de la famille de l'homme. Aucune autre hypothèse n'était envisageable. Je suis donc descendu de l'astronef à la tête de tout l'équipage, et nous nous sommes retrouvés, étourdis et éblouis, au centre d'un vaste amphithéâtre. Les gradins qui nous entouraient de toutes parts, maintenus en position par des forces immatérielles, abritaient des milliers et des milliers de créatures que je ne peux même pas commencer à décrire. Des créatures de chair ou de métal, et d'autres qui semblaient appartenir au règne végétal, des créatures d'une beauté qui vous enflammait l'esprit, d'autres d'une laideur qui vous glaçait les sangs, des espèces par centaines, par milliers peut-être, toutes différentes, comme une gigantesque assemblée générale de l'Organisation des Étoiles Unies. Il montait de ces créatures un vacarme étourdissant. On y distinguait des cliquetis et des grognements, des geignements et des bourdonnements, des claquements et des coups de sifflet. Mais il était impossible de se méprendre sur le sens de cette rumeur, et nous avons senti nos cheveux se dresser sur nos têtes, nos yeux se remplir de larmes. C'étaient des applaudissements. Puis, une voix grave mais aimable s'est adressée à nous. Elle nous a parlé à chacun dans sa langue maternelle. Elle s'exprimait dans tous les langages de la terre, elle émanait de toutes ces myriades de créatures. « Bienvenue, frères, disait-elle. Bienvenue au peuple de la terre. Vous vous êtes montré digne. Nous vous accueillons avec joie. » Digne ? J'ai bafouillé. Digne de quoi ? Digne de rejoindre la fraternité interstellaire des êtres conscients. Digne de rejoindre ceux qui ont triomphé de l'épreuve. L'épreuve ? Quelle épreuve ? Au moment même où je posais cette question, l'émerveillement qui m'habitait laissait la place à la colère, car j'en connaissais bien évidemment la réponse. Et je ne me trompais pas. Oui, cette civilisation galactique avait créé les Barnards de toutes pièces, eux et ces images glaçantes, ainsi que cet appel à l'aide bidon lancé par un peuple mourant qui n'avait jamais existé. Et j'ai posé à ces cruels farceurs la question même que vous vous posez sans doute en lisant ces lignes. De quel droit avez-vous commis un tel acte ? Me suis-je écrié avec rage. Des milliards de gens ont consenti à d'immenses sacrifices pour lancer cette mission. Notre planète était à demi mourante lorsqu'elle a reçu ce soi-disant appel à l'aide, et nous nous sommes saignés aux 4 veines pour y répondre. Nos parents ont renoncé de plein gré à une vie normale pour sauver vos Barnards bidons. Et nous aussi. Comment osez-vous vous prétendre nos frères ? Nous avons tous été soumis à cette épreuve. Nous avons tous été contraints de faire appel au meilleur de nous-mêmes, et nous sommes donc tous frères en esprit. En vous forçant la main pour vous conduire à nous, nous ne vous avons fait aucun mal. Aucun mal ? N'avez-vous pas renoncé à la guerre ? N'avez-vous pas appris à franchir l'abîme qui sépare les étoiles pour venir jusqu'à nous ? Et en vous efforçant de donner une nouvelle vie au peuple d'une planète mourante, n'êtes-vous pas devenus les garants de la vôtre ? N'avez-vous pas pleinement réalisé votre potentiel ? Nous vous avons fait le plus précieux des cadeaux, ne le voyez-vous pas ? D'autant plus précieux que c'est à vous-même que vous le devez. Nous avons fait silence, car c'était la vérité. Nous venions de recevoir un cadeau aussi précieux que cruel, un cadeau d'amour totalement dénué de pitié, un cadeau plein de sagesse. Peuple de la Terre, nous vous souhaitons la bienvenue dans la fraternité interstellaire des êtres conscients, et nous vous y accueillons en égaux, dans tous les sens du terme, car vous avez gagné le droit de vous joindre à nous. Gagné ? A répété l'un de nous. Qu'est-ce que vous nous offrez en fait ? Une vague de sons, de gestes, de sensations a déferlé sur ces visages, ces bouches, ces bras, ces tentacules, sur toutes ces créatures assemblées, une expression qui, si elle ne pouvait être interprétée que comme un rire, nous a néanmoins emplis de fierté. Exactement ce que vous alliez offrir aux Barnards ?
a déclaré la voix de la fraternité. Ce qui fait que nous sommes tous frères en esprit. Nous vous offrons le meilleur de nous-mêmes, quitte à nous saigner aux 4 veines. Qu'avons-nous à vous offrir, après tout, excepté notre cœur et notre main tendue? Ainsi donc, notre petit canoë part pour un nouveau voyage dans l'océan interstellaire, équipé de moteurs qui nous assurent de revoir la Terre avant de mourir, porteur d'un vaste trésor de savoir provenant de la cité céleste. Mais le plus précieux des trésors est celui que nous avions apporté avec nous. Le plus précieux des savoirs est celui que nous possédions depuis le début. Edward Jones, capitaine de la main tendue.